Pourquoi est-ce qu'on change son discours en fonction de la personne à qui on parle? Pourquoi est-ce qu'on choisit certains mots plutôt que d'autres? Pourquoi est-ce que le ton de notre voix change en fonction de la situation dans laquelle on se trouve? Eh bien, ces réponses, l'anthropologue et sociolinguiste Dale Hymes y a répondu avec son modèle Speaking. Et bien entendu, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Alors, le modèle Speaking, qui est un acronyme des 8 éléments dont je vais vous parler, est utile pour comprendre que dans n'importe quelle langue ou dans une langue spécifique, en fait, ce qui va déterminer la façon dont on parle et les mots dont on parle, ce n'est pas forcément que la grammaire, que la syntaxe ou que la phonétique, mais il y a également le contexte, la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est très important à comprendre, surtout quand on apprend une nouvelle langue, c'est-à-dire qu'on a beau certes apprendre la grammaire, la syntaxe, connaître parfaitement la linguistique d'une langue, et bien cette langue, l'utilisation de cette langue dépendra toujours du contexte et donc de la culture dans laquelle cette langue sera parlée. Ce modèle est utile parce qu'il permet d'identifier donc à travers l'observation de situations et d'apprendre, de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser le langage dans certaines situations données. C'est un outil qui nous permet vraiment de comprendre comment utiliser la langue qu'on apprend, ou la langue même qu'on parle, on le fait de manière inconsciente, nous, quand c'est notre langue maternelle et notre culture maternelle, on va dire. Et donc, c'est un outil exceptionnel pour tout ce qui est communication interculturelle, mais même il est utilisé si vous voulez améliorer votre compétence en communication. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui aux 8 éléments dont je vous parlais. Le premier élément, c'est le S qui correspond à setting. Le setting en anglais, c'est le cadre qui renvoie vraiment au moment, à la situation d'énonciation du contexte. C'est la scène, c'est aussi le contexte psychologique, l'ambiance dans laquelle on est. Je vais vous donner un exemple. Si on est à un anniversaire d'un enfant, vous allez bien comprendre que l'ambiance est plutôt friendly, détendue, joyeuse. Si on est à le funeral, donc à un enterrement, vous allez bien comprendre que l'ambiance est pesante, lourde, elle va peut-être faire appel à des rituels, à des traditions. Donc vraiment, ces deux cadres vont forcément donner le ton pour la situation de communication qui va arriver. Ensuite, on a le P pour participants. Donc là, c'est vraiment tous les participants à la situation de communication, qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas d'ailleurs, qu'ils soient vos interlocuteurs ou qu'ils ne soient pas vos interlocuteurs. Mais c'est toutes les personnes qui sont présentes qui vont avoir une influence sur la communication. Bien entendu, si vous êtes dans une situation où vos interlocuteurs sont vos investisseurs, vous n'allez pas avoir le même discours que si vous êtes par exemple avec vos amis ou avec votre famille. Pareil, si dans la situation de communication, on va dire, il y a une personne que vous détestez, qui vous fait peur, vous n'allez pas du tout parler de la même manière que si vous avez confiance en toutes les personnes qui sont présentes. Donc vraiment, les participants jouent un rôle essentiel dans la situation de communication. Ensuite, on a le E pour ends. Ça correspond aux finalités. Le discours va changer en fonction de la finalité de la communication. La finalité, c'est à quel objectif vous souhaitez arriver. Donc, si votre but, ou si le but de la communication, c'est de convaincre, de persuader, ce ne sera pas pareil que si le but c'est de divertir, de faire une blague. Ce ne sera pas du tout la même conversation qui aura lieu. Il y a aussi dans cet élément le fait à prendre en compte de la finalité, votre objectif,
Et si vous y parvenez, ça va vraiment venir modifier la communication. Si la personne, enfin je parle de vous, mais ça peut être d'autres interlocuteurs, si l'interlocuteur n'arrive pas à son objectif, ça va venir modifier la situation de communication également. Tout à l'inverse, s'il y arrive parfaitement, par exemple un humoriste qui réussit une blague, eh bien on va avoir une autre situation de communication qui va apparaître. Ensuite, on a le A pour acts. Donc là, on va parler des actes. C'est le point le plus tricky dans le modèle, le plus difficile à comprendre, je trouve. Mais en fait, c'est les différentes séquences de la communication par ordre chronologique. Donc ça recouvre à la fois la forme et le contenu du message. En fait, en fonction du type en fonction de la communication, on va avoir des rituels on va dire des rituels de communication, des séquences qui auront une forme un peu ritualisée. Par exemple, si vous faites une présentation à votre travail, par exemple, eh bien vous aurez, ou lors d'une réunion, vous aurez sûrement l'introduction, une présentation, un débat ou des questions et une conclusion. Si vous faites un discours public, il y aura sûrement une structure type à respecter. Pareil, dans un dialogue, il y a un temps de parole, un temps de réponse implicite, mais il y a une sorte de séquence qui se dessine, chronologiquement parlant. Donc ça, c'est, voilà, on peut observer, on peut analyser cette séquence, ces éléments de la communication qui se succèdent de manière chronologique. Ensuite, on a le K, le qui, et là, on vient s'intéresser à tout ce qui est tonalité. Donc ça va être l'atmosphère de la communication. Est-ce que c'est plutôt joyeux? Est-ce que c'est plutôt triste? Est-ce que c'est c'est vraiment le ton, la manière, l'état d'esprit de la prise de parole. Donc par exemple, si on reprend notre exemple de l'anniversaire et de l'enterrement, l'anniversaire, voilà, le ton va être plutôt joyeux, agréable, enthousiaste. Si par contre on a un enterrement, il va être plutôt sérieux, triste, lourd, et ça va s'entendre dans le ton de la voix et dans la manière de parler. Ensuite on a le I. Ensuite on a le I pour instrumentalities, donc les instruments. Là, c'est tous les instruments qu'on peut utiliser pour communiquer. Vous le voyez très bien quand moi je vous communique. Je vous parle certes avec ma voix, avec mes mots, mais je vous parle aussi avec mon corps. Donc on va avoir tout ce qui est du verbal, du non-verbal, mais on peut aussi ajouter pour certaines situations de communication tout ce qui est digital, numérique. Donc ça peut être les mots, ça peut être les outils utilisés, ça peut être les émoticônes, les images, voilà. Tout ce qui vraiment, tous les codes qui correspondent à ces instruments de communication. Ensuite, après le I, on a le N, pardon, norms. Donc là, c'est les normes. Concrètement, c'est les règles à suivre pour la communication. Donc on peut identifier 3 normes différentes. On va avoir la norme langagière. Donc là, ça va être le type de langage. Est-ce qu'il est plutôt soutenu, courant, familier? Ensuite, on va avoir les normes interactives. Donc, le respect des tours de parole, la place du silence, les interruptions qui sont faites. Ça, c'est très très intéressant dans une situation interculturelle parce que on s'en rend pas forcément compte, mais des fois, ces normes-là, elles ne sont pas familières. Et quand nous, on va avoir, je dis nous, mais quand par exemple quelqu'un va avoir une tendance à combler un silence, par exemple, pour l'autre culture, le silence fait partie de la communication. Et vice-versa, ça peut être des temps de parole plus longs dans certaines cultures, ou alors l'interruption, interrompre quelqu'un dans une certaine culture, ça peut être très mal poli, alors que dans une autre culture, ça peut être tout à fait normal. Et ça, on va pas forcément s'en rendre compte, mais des fois, ça va créer des gênes ou des mal-être ou quelque chose de bizarre. On va pas forcément s'en rendre compte, mais c'est une norme interactive qui n'est pas en adéquation. Voilà, donc c'est un élément très essentiel. Ensuite, on a tout ce qui va être norme d'interprétation.
Donc là, ça va être sens du message, référence, les présupposés culturels qui sont aussi très importants dans une communication interculturelle. Donc moi, c'est un de mes éléments préférés du modèle, c'est le N pour norms, parce qu'il met vraiment l'accent sur certaines choses qui sont pas forcément très explicites au début, mais qu'on perçoit quand même facilement. On perçoit quand on parle dans une autre langue, quand on est dans un pays, on perçoit des fois qu'on n'a pas le code, qu'on n'est pas dans la norme, mais on comprend pas forcément pourquoi. Et là, ça vient donner des clés pour essayer d'identifier le pourquoi du comment. Et ensuite, on a le G pour le genre, donc genre, le genre. Donc là, on va avoir typiquement le type de discours. Est-ce que c'est un discours plutôt journalistique, plutôt scientifique, plutôt de vulgarisation? Voilà, et en fonction de ça, toujours en fonction de la culture, eh bien le discours va être adapté. On adapte forcément sa communication en fonction du genre, du discours, voilà. Donc c'est à ça que sert le modèle speaking. Je viens de vous montrer à quoi correspondent les 8 éléments. Si jamais, voilà, vous avez déjà eu une situation à l'étranger, enfin pas à l'étranger, mais de communication interculturelle, et vous n'aviez pas mis le doigt dessus, mais peut-être que grâce à ça, vous avez compris quelques éléments, vous avez pu identifier des éléments que vous ne maîtrisiez pas, ou que la personne en face qui vous parlait ne maîtrisait pas de votre culture, par exemple. Eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si jamais vous avez trouvé ça intéressant, mettez un petit like, comme ça m'aidera à pouvoir diffuser plus largement cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.